Nous allons parler de nos terrains respectifs autour des minorités en Asie du Sud-Est. Donc les deux questions auxquelles nous allons essayer de répondre sont les suivantes. D'abord, quel est le rôle des chercheurs en linguistique et en particulier des linguistes de terrain vis-à-vis des minorités? Et la seconde, ces minorités linguistiques avec lesquelles nous travaillons, que faisons-nous pour elles en tant que chercheurs? Notre présentation abordera ces questions au travers de nos expériences de terrain en Asie du Sud-Est. Nous commencerons d'abord par circonscrire les minorités avec lesquelles nous travaillons, qui sont toutes en Asie du Sud-Est, une région à forte densité linguistique. Puis, nous vous présenterons un travail linguistique mené auprès de minorités du Vietnam, avant de parler des terrains sensibles, qui nous obligent à repenser notre travail. Et enfin, nous parlerons d'une expérience de retour vers la communauté birmane, une communauté linguistique avec laquelle Alice a beaucoup travaillé. Donc, tout d'abord, notre travail sur des langues minoritaires. Nous allons commencer par définir ce que nous entendons par langue minoritaire. Notre définition ici est basée sur le critère numérique, à savoir une langue minoritaire est une langue parlée par un petit nombre de locuteurs. Considérons maintenant quelques chiffres. On estime que plus de 7000 langues sont parlées dans le monde. Si à partir de 10 millions de locuteurs, une langue est considérée comme importante, donc non minoritaire, alors 99% des langues du monde sont des langues minoritaires. Et seulement 10 langues sont parlées par plus de 100 millions de locuteurs. Le chinois mandarin, l'espagnol, l'anglais, le hindi-ourdou, l'arabe, le bengali, le portugais, le russe, le panjabi et le japonais. Sur les 7000 langues du monde, seules... donc, ici, dans cette diapo, nous vous présentons deux illustrations qui montrent la même chose. Elles montrent la répartition des langues dans le monde. Comme on peut le voir, l'Asie, qui est notre région d'études, est une région à forte densité linguistique. C'est une région où sont parlées environ 33% des langues du monde, comme le montre la figure 1. Et dans cette région, l'Inde, avec approximativement 860 langues parlées sur son territoire, est un des deux pays qui compte le plus de langues. Environ 2300 langues sont parlées en Asie. Ces langues sont pour beaucoup des langues minoritaires. Et sur ces 2300 langues, environ 2% sont parlées par plus de 10 millions de locuteurs. Ce qui revient à dire que 98% des langues d'Asie sont des langues minoritaires. Revenons à notre première question, à savoir quel est le rôle des chercheurs en linguistique et en particulier des linguistes de terrain vis-à-vis des minorités. Nous travaillons sur des langues minoritaires car les langues dominantes sont déjà généralement bien décrites ou simplement décrites. L'intérêt d'étudier les langues minoritaires est d'une part d'accéder à des éléments culturels des communautés à travers leur langue, comme la faune, la flore ou des traditions culturelles, et d'autre part de faire ressortir de potentiels phénomènes rares et non décrits. De plus, les langues minoritaires sont souvent des langues en danger. On estime que 98% des langues du monde sont vulnérables. Il est donc nécessaire de se dépêcher de les décrire. Le travail de description d'une langue non décrite implique de faire du terrain au sein des communautés. L'une des premières descriptions d'une langue en danger d'Asie, la grammaire du Lao, qui a été publiée par Matisov en 1973, a nécessité des années de terrain.
Je vais maintenant vous parler de mon propre terrain au Vietnam, au sein de la communauté Hmong noire. Je vais commencer par décrire brièvement l'ethnie Hmong du Vietnam. Donc c'est une des 54 ethnies présentes dans ce pays. Elle compte environ 1,4 million d'individus, ce qui représente 1,45% de la population totale du pays. Il s'agit donc d'une ethnie minoritaire, mais elle représente la 5e ethnie la plus importante en termes du nombre d'individus. Les Hmong parlent des langues Hmong, qui font partie de la famille des langues hmongiennes. On parle des langues Hmong car il existe plusieurs variétés. Certaines sont intercompréhensibles, avec de la variation au niveau du vocabulaire et de la phonologie. Les langues Hmong sont des langues en danger et elles sont non documentées. Ma thèse constitue par exemple la première description du Hmong noir parlée dans le nord du Vietnam et la seule description d'une langue Hmong du Vietnam. L'objectif initial de mon travail était de produire une grammaire complète de la langue. J'ai d'abord commencé par évaluer la vitalité de la langue, puis la deuxième étape a été d'établir son système phonologique. J'avais prévu d'étudier la morphosyntaxe, la sémantique et la pragmatique de manière fine, mais le Covid a bouleversé mes projets. En effet, je n'ai pas pu me rendre sur le terrain comme attendu parce que j'ai commencé ma thèse en 2018. J'ai fait un premier terrain en 2019 et j'avais prévu de faire un deuxième terrain en 2020. Mais le Covid est arrivé avec la fermeture des frontières, le confinement, et le Vietnam a réouvert ses frontières uniquement en 2022. Donc, j'ai dû repenser mon travail et réduire mes ambitions initiales. Et le résultat final de ma thèse a été une esquisse grammaticale. Mon étude est basée sur des données de première main que j'ai collectées sur le terrain entre 2017 et 2019 au sein d'une communauté Hmong noire qui vit dans la région de Sapa, située dans les montagnes du nord du pays. C'est une région très touristique et ouverte aux étrangers, donc il était possible de faire du terrain. Et l'accès à mon terrain est plutôt facile. La région de Sapa peut être accessible par bus directement depuis Hanoï, la capitale, et le trajet dure 6 heures. L'accès à cette région pourra également se faire bientôt par avion parce qu'il y a un aéroport qui est en voie de construction. Et depuis Sapa, l'accès au village de Zongtachai, où j'ai effectué mes enquêtes, est également facile. Ce village est situé à à environ 12 km de Sapa et il est accessible par tous les moyens de transport motorisés. Le dernier point à propos du Hmong noir dont je vais vous parler concerne la vitalité de la langue. L'évaluation de la vitalité que j'ai effectuée a été établie selon des étiquettes préalablement définies par l'UNESCO. Au vu des critères de la transmission et de l'utilisation de la langue, le Hmong noir possède un statut relativement vigoureux, puisque la langue est à ce jour pratiquée activement et quotidiennement par l'ensemble de la communauté dans laquelle j'ai effectué mes enquêtes. En effet, elle est utilisée dans divers contextes publics et privés, et la transmission intergénérationnelle est ininterrompue. Cependant, en considérant d'autres critères, la situation n'est pas aussi idyllique. Concernant d'abord le contexte de l'école, l'accès au matériel d'apprentissage et d'enseignement des langues, du Hmong, l'usage de la langue est limité. Il y a du matériel écrit, mais il ne sert qu'à quelques membres de la communauté
et l'apprentissage de la lecture et de l'écriture dans la langue ne figure pas au programme scolaire. Aujourd'hui, peu de monde savent lire et écrire. Non seulement la génération des adultes n'a pas été scolarisée, mais les enfants qui vont aujourd'hui à l'école ne reçoivent les enseignements qu'en vietnamien, qui est la langue des Kinh, l'ethnie majoritaire du Vietnam. Ici, vous avez une photographie que j'ai prise la dernière fois que je suis retournée à Sapa, en 2023, et c'est une affiche publicitaire où on peut voir une partie écrite en langue. Concernant la documentation de la langue, elle reste fragmentaire et insuffisante. Donc ça m'a incité à considérer le Hmong noir comme une langue en danger. Et rappelons que le Hmong est une langue minoritaire qui est parlée par un petit nombre de locuteurs par rapport à l'ensemble de la population du Vietnam. Et donc de ce point de vue, selon les critères de l'UNESCO, la langue est sérieusement en danger. Alors, si le terrain de Léa a été facile d'accès, d'autres sont plus difficiles, que les difficultés soient d'ordre géographique, administratif ou politique, et nous amènent aussi à repenser nos pratiques de terrain. Alors, d'un point de vue de l'accès physique, par exemple, le cas d'une autre langue Hmong en danger, donc 500 locuteurs, toujours dans le nord du Vietnam, dans la même région. Là, le trajet pour se rendre au village où était parlée cette langue durait presque 24 heures et nécessitait plusieurs moyens de transport et aussi de bonnes conditions météorologiques pour que le pont ne soit pas emporté par la rivière. Donc, ce village étant situé aussi dans une zone non ouverte aux étrangers, parce que proche de la frontière avec la Chine, parce que proche d'exploitation minière, le terrain dans ce village nécessitait au préalable d'obtenir des autorisations du gouvernement et impliquait aussi la présence permanente d'un employé gouvernemental avec moi sur le terrain. Donc des terrains plutôt sensibles. Autre cas de figure que nous allons maintenant un petit peu développer, c'est celui où le terrain n'est plus accessible du tout, comme ça a été le cas pendant le confinement, et comme c'est toujours le cas aujourd'hui dans les zones de conflit. Il faut alors travailler différemment. Et le terrain dont je vais vous parler maintenant, c'est la Birmanie. Donc je travaille depuis plus de 25 ans en Birmanie, je travaille sur le birman standard, la langue nationale, la langue orale, parlée dans la vallée centrale, c'est la langue majoritaire. C'est la langue maternelle de 2/3 de la population, donc à peu près 35 millions de locuteurs, sur une population de 55 millions. Et mes recherches sur cette langue concernent principalement la morphosyntaxe et la sémantique, donc concernant en gros la grammaire de la langue orale. Alors je commencerai quand même par un bref retour de la situation de ce pays dans ces dernières années. Tout d'abord 2010, avec un grand tournant, une phase de transition politique après 5 décennies de dictature militaire. Et cette phase de transition va déboucher en 2015 sur les premières élections démocratiques qui ont été remportées par la LND, donc la Ligue pour la démocratie, avec Aung San Suu Kyi, donc, qui est le leader qui a été interdit de candidater à la présidence du pays parce que marié à un étranger. Et ça date de c'est inscrit dans la Constitution de 2008. Alors aujourd'hui, enfin à partir de 2015, Aung San Suu Kyi devient quand même ministre des Affaires étrangères. Elle est aussi conseillère d'État spécial, c'est-à-dire un poste qui a été créé pour elle parce qu'elle ne pouvait pas être présidente. Mais il faut garder en tête, malgré cet début d'ouverture, que les ministères les plus importants, intérieur, défense et territoires frontaliers, sont toujours aux mains des militaires qui ont aussi constitutionnellement déjà de base 25% des sièges au Parlement. Lorsqu'en 2021, alors qu'on se prépare de nouvelles élections, les généraux prennent à nouveau le pouvoir, mettant en fait fin au début d'ouverture, fin à la démocratie qui était initiée quelques années auparavant, et la réponse du pays est immédiate, manifestation de la population avec, dès le lendemain du coup d'État, des fonctionnaires et la société civile qui lancent un vrai grand mouvement de désobéissance civile, CIDI,
qui consiste à se mettre en grève, à démissionner de toutes les, je dirais, les administrations, à refuser de travailler avec l'armée. Alors après un mois de manifestations plutôt pacifiques et si on regarde un peu les images plutôt très créatives, les autorités lancent une vague de répression très forte et le pays bascule de nouveau dans la violence. Donc pendant ce temps, bien sûr, la situation économique et sociale du pays se détériore, la jeunesse émigre massivement, l'économie criminelle se développe et la guerre se propage, y compris, et ça c'est nouveau et récent dans la situation, dans les basses terres de Birmanie centrale qui historiquement sont très stables parce qu'elles sont habitées par l'ethnie majoritaire. Donc on est vraiment dans une situation de guerre civile et non plus de guerre interethnique comme ça a été le cas pendant les décennies précédentes. Dernier, je dirais, enfin parmi les derniers rebondissements, 2024, parce que là la situation est bloquée avec de plus en plus de villes et de régions, comme vous pouvez voir sur cette petite carte, qui sont aux mains des rebelles, en tous les cas de la population. 2024, le régime active pour la première fois la loi de 2010 sur la conscription obligatoire. Et cette mesure va pousser une grosse vague d'émigration des jeunes, en fait, puisque la conscription, c'est donc de 18 à 25 ans, majoritairement d'abord pour les hommes et éventuellement derrière pour les filles, avec effectivement un recrutement tiré au sort de 5000 personnes par mois qui doivent rejoindre l'armée. Donc, dans ces conditions, évidemment, il m'a semblé difficile de conclure, moi et à beaucoup d'autres chercheurs, compliqué et éthiquement aussi difficile d'aller travailler en Birmanie. Et donc la question qui se posait, c'était comment continuer son travail de recherche dans ces conditions. Alors la première façon de continuer mon travail sur la langue birmane, en dehors de la Birmanie, a été de me rendre là où s'est installée cette diaspora birmane, c'est-à-dire là où les personnes sont parties se réfugier. Donc le premier pays qui accueille nombre de Birmans qui fuient leur pays, c'est la Thaïlande, et plus exactement le nord de la Thaïlande, qui a une frontière avec les États Shan, Kenya et Kunin. Donc en fait, vous prenez la carte, c'est sur toute la frontière, il y a 3 passages, 3 endroits où les gens passent la frontière, avec de l'autre côté donc de la frontière en Thaïlande des villes qui sont complètement birmanes, avec que des réfugiés. Alors, la recherche de nouveaux lieux d'enquête m'a donc amené à explorer différentes villes, et en particulier la ville et la région de Chiang Mai, qui est une région qui historiquement est un carrefour commercial, donc vraiment une zone de transit, de passage entre la Chine, la Birmanie, pour l'accès à l'océan Indien, et le golfe du Siam, donc l'accès à la Thaïlande. C'est une ville multiethnique, multiculturelle et multilingue depuis ses origines. Et durant ces dernières années, elle a accueilli d'ailleurs une première vague d'immigration en provenance de la Birmanie après le coup d'État de 88. Et puis bien sûr maintenant celui de 2021 et depuis la conscription obligatoire, encore plus de réfugiés. Alors en contact avec mes collègues du département de birman de l'université de Chiang Mai, j'ai pu reconstruire un réseau de travail qui a donné lieu à un premier projet financé à moitié par la France autour de cette diversité culturelle donc rencontrée à Chiang Mai. Alors bien sûr en essayant de garder un focus sur les groupes de Birmanie. En d'autres termes, ma recherche a évolué. Elle s'est diversifiée avec d'une part le développement de la thématique du contact de langue, avec la confrontation de la langue birmane de ceux qui sont en Thaïlande depuis longtemps et ceux qui arrivent nouvellement depuis la Birmanie. Et puis de toute façon, d'autre part, l'autre point, c'est une ouverture aux autres langues de Birmanie, puisque les personnes qui émigrent ne sont pas que des gens de l'ethnie birmane, mais bien sûr des autres ethnies et des autres langues, puisque comme au Vietnam, on a plus d'une centaine de langues différentes et autant effectivement d'ethnies. Mais mon travail de recherche sur le birman a aussi évolué d'une autre façon, en relation avec une autre communauté birmane migrée, celle qui est arrivée en France. En 2024, donc 3 ans après le coup d'État, j'ai découvert la communauté de réfugiés birmanes de la région lyonnaise. Alors ils ne sont pas nombreux, ils sont une quarantaine, cinquantaine, sur à peu près quelques milliers, disons peut-être 7000 personnes, 5000 Birmans en France. Et ces Birmans, généralement des Birmans issus des milieux aisés, puisqu'ils ont pu émigrer loin
des frontières, donc c'est-à-dire prendre l'avion, pouvoir acheter des billets d'avion. C'est ceux qui ont pu émigrer vers les pays occidentaux selon les visas qu'ils obtenaient, pas toujours par choix, et qui ont immigré parce qu'ils ont participé au mouvement donc, de désobéissance civile. L'accès de cette communauté birmane dans la région lyonnaise s'est soudé autour d'un couple franco-birman installé depuis longtemps en France et ça m'a amené à réfléchir autrement à cet échange entre locuteurs de langue à décrire, parce que je travaille sur le birman, et chercheurs, ce que je vais expliquer dans une dernière partie. Donc j'ai posé le contexte pour ce qui était les Birmans. Donc comme j'ai dit, j'ai noté que la majorité des Birmans arrivés en France demandent le statut de réfugié politique, qu'ils ne sont dans la totalité quasiment non francophones, mais plutôt anglophones, puisqu'ils ont été colonie britannique, et que du fait l'intégration est encore plus dure que peut-être pour d'autres populations qui ont la caractéristique d'être francophones. L'autre élément important de cette évolution, de cette réflexion que j'ai eue, ça a été le projet Tradili, financé par Aslan en 2024, à l'initiative de l'équipe d'ILIS du DDR. Ce projet visait à réfléchir au retour possible des linguistes envers la société, donc des linguistes travaillant sur la diversité linguistique. Quel retour peut-on faire sur la société, alors qu'on travaille souvent sur des sociétés très lointaines. Est alors née l'idée de rendre à cette communauté birmane qui m'avait été beaucoup donnée sur le terrain tout au long de ces années de travail. Il me semblait juste que la traduction sociétale de mon expertise sur le birman aille à la communauté birmane. Mais comment et que faire pour eux? C'était un petit peu la question de la suite de cette réflexion. Alors, la réponse, puisque qu'est-ce qu'une linguiste dans son institution de recherche à Lyon peut faire pour les Birmans réfugiés à Lyon? Et c'était tout simplement essayer de les soutenir dans leur nouvelle vie, et pour moi c'était un juste retour des choses. En effet, beaucoup de Birmans ont facilité mes terrains en Birmanie, parfois en prenant des risques pour moi. Il m'est vite apparu que le premier problème rencontré par ces Birmans majoritairement demandeurs d'asile, c'était l'absence de contact. En France, le pays n'est pas francophone, et puis il fallait faciliter les échanges de cette communauté qui est quand même complètement... la communauté, je parle des Birmans en région lyonnaise, mais la région lyonnaise, elle va de Mâcon à Vienne. C'est vraiment très très étendu, jusqu'à Clermont-Ferrand. Donc faciliter les liens. Et mon deuxième constat, c'était comme pour tous les demandeurs d'asile, le chemin vers le statut de réfugié est semé d'obstacles en tout genre auxquels personne n'est jamais préparé. Donc de ces deux constats est née notre réponse, enfin la réponse que j'ai proposée. Tout d'abord, essayer de les rassembler, mettre à disposition un espace d'échange pour construire ensemble un projet et surtout échanger sur les conditions de vie en France. Donc nous avons commencé par nous réunir et échanger sur le trajet de vie personnel, les difficultés rencontrées, le manque d'informations. Il est ressorti de nos discussions qu'il souhaitait que nous produisions un document pour aider les Birmans qui arrivaient en France et qui souhaiteraient demander l'asile politique. Il n'était bien sûr jamais question d'aborder la sortie du pays, bien évidemment, mais bien leur parcours en France. Donc à partir d'interviews sur le parcours, les témoignages plutôt poignants, ça a nourri la réflexion sur les attendus, les difficultés rencontrées dans le parcours. Dans les réunions que nous avons eues, on a listé un certain nombre ils ont listé en fait surtout les thématiques importantes aux yeux des Birmans, donc qui sont illustrées sur cette diapo, en lien avec leur expérience, donc des sujets comme l'éducation, la santé, la banque, le logement, les institutions, l'intégration, mais aussi le temps. C'est une petite anecdote sur la thématique du temps, le weather, qui a émergé. Donc quand je m'en suis étonnée en disant, bon, c'est tous des gens plutôt bien éduqués, ils savent qu'il fait froid en France, ils connaissent les conditions atmosphériques, et ils ont tous unanimement dit non, mais c'est pas ça la question. La question, c'est qu'il faut bien leur dire aux Birmans qui arrivent en France qu'il faut pas mettre plein de vêtements les uns sur les autres, ça sert à rien. Il faut aller acheter du thermolactyle. Et ce sont des choses qui sont effectivement très, qu'on oublie en fait. Voilà. Donc c'était tout ce type d'informations qu'ils voulaient partager dans un document que nous avons construit ensemble. La rédaction des différentes parties s'est faite, j'ai bien appris un morceau, on a mis tout ça ensemble.
Et puis, il était important pour nous que le document soit en 3 langues, bien sûr écrit en birman. Alors, pour quelle raison? D'abord parce que certains des réfugiés ne sont pas de l'ethnie birmane et ne parlent pas forcément toujours bien birman et ne le lisent pas forcément. L'anglais parce qu'ils sont majoritairement anglophones dans leur éducation, et puis français pour permettre l'échange et la communication avec les instances françaises. Donc, quelques points rapidement avec ce projet, donc différentes rubriques, des illustrations, nous avions des artistes birmans qui ont participé au projet, des extraits aussi de leur récits pour illustrer, donc anonymisés bien sûr, pour illustrer les différentes sections comme OFPRA, école, etc., pour rendre le document un petit peu plus vivant. Et bien sûr, des moments de convivialité qui ont vraiment participé à la bonne ambiance et à la collaboration. Ce livret Trilan donc était le fruit de plusieurs mois de travail, un effort collectif. Il a été présenté et distribué lors d'une demi-journée consacrée à la Birmanie qu'on a organisée à la MSH en avril 2025 et qui a un peu scellé ce projet de livre. Alors le livret devrait très prochainement être mis en ligne pour quelques erreurs typo à rectifier, et s'il peut inspirer d'autres retours vers la société civile, nous serions ravis et ce serait un plus. Voilà, donc notre intervention pour conclure, parce que nous sommes un peu en retard, traiter des minorités en lien avec nos terrains et en Asie du Sud-Est, avec l'impossibilité de se rendre sur le terrain qui nous a amené à repenser notre travail de recherche, qu'il s'agisse du confinement, lors d'études du monde noir, qu'il s'agisse du travail impossible en Birmanie actuellement. Et dans le cas de cette zone sensible, la Birmanie, il a fallu donc repenser les lieux d'enquête et bien sûr les politiques. Pour finir, la question du retour vers les communautés minoritaires se pose différemment lorsqu'on travaille sur des langues peu décrites et parlées dans des contrées lointaines. Les locuteurs nous offrent leur langue et nous sommes conscients que notre recherche ne peut se faire sans l'aide de ces minorités ou de ces majorités dans le cas de la Birmanie. La question, c'est que peut-on leur offrir en retour? Et il n'est pas toujours simple de répondre à cette question. Et quand une possibilité nous est offerte de rendre quelque chose à ces communautés, il faut la saisir. Et ce que nous avons souhaité faire avec ce livret Trilan. Merci.